L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Maxime Pérez, Bokertov. Bonjour Daniel. Alors on se retrouve, on avait parlé déjà en début de semaine de la tension sécuritaire dans la région, donc en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza. On ne pouvait pas encore prévoir à l'époque les révélations, en tout cas la levée de la censure militaire autour de cette affaire, de cette opération de destruction de la centrale nucléaire syrienne de Deir ez-Zor en septembre 2007. Alors nous sommes heureux de parler avec vous de cela, d'autant plus que vous étiez, on va dire, un peu au cœur de l'action aussi à cette époque. Puis rappelez-nous, vous étiez donc par exemple le 6 septembre 2007 lorsque l'on a appris donc le bombardement de cette centrale nucléaire. Je me trouvais, j'étais en service dans l'armée israélienne. J'étais à ce moment-là dans une base située près de Ramallah, à côté de la prison Ofer. Mon téléphone dès 10h du matin. Et vous étiez dans le cadre du porte-parole de l'armée israélienne? J'étais affecté au porte-parole de l'armée israélienne. Je travaillais à l'époque avec la presse étrangère. J'étais le soldat qui les accompagnait sur le terrain, notamment. Et toute la presse française m'a téléphoné aux alentours de 10h pour me demander ce qui s'était passé. En réalité, je n'en avais aucune idée. Je découvrais, comme la plupart des habitants de ce pays, que des frappes avaient été attribuées à Israël, ou en tout cas que des frappes avaient été menées contre un réacteur syrien dans un site qu'on a baptisé Al-Kibar. Vous n'aviez pas été briefé par vos supérieurs, en tout cas? Non, la seule chose qu'on savait, c'est qu'il fallait être en alerte, joignable. On sentait qu'il y avait une tension, et cette tension, elle était certainement due aux craintes à l'époque, bien que le pays se réveille, comme l'a dit hier l'ancienne ministre Tsipidini, au son des alertes antiaériennes, parce qu'on craignait tous qu'il y ait une riposte. Qu'il y ait une riposte, qu'il y ait une guerre. Parce que c'est cela, et je crois que ça c'est un élément qu'il faut souligner dans le cadre de ces révélations, c'est que les estimations des services de renseignement militaires israéliens, du Shin Bet, du Mossad, de l'ensemble des responsables israéliens, c'était que Assad ne pourrait pas laisser cette attaque sans réponse, sans riposte, et qu'il y avait une forte probabilité donc que des Scud syriens tombent sur l'État d'Israël. C'était ça? Oui, il faut savoir que quand Ehud Olmert a ordonné au ministère de la Défense et à l'armée de se préparer à une frappe, en fait, il a donné deux ordres. La première, c'est donc de préparer cette opération dans le plus grand secret. Et la seconde, c'est tout simplement de préparer discrètement l'armée israélienne à la guerre, ce qui fait que très rapidement, les commandants sur le terrain, les chefs de commandement également, à la frontière nord, ont été obligés de préparer de manière très intensive les unités d'infanterie israéliennes à des exercices de pénétration en territoire ennemi, à des grandes manœuvres combinées avec les blindés et l'aviation, sans que les soldats ne comprennent quel était le but de ces exercices. Ils savaient que quelque chose se tramait. C'était vraiment le sentiment d'ailleurs qui régnait à l'époque. Néanmoins, il faut souligner qu'il y avait une personne au sein de l'établissement sécuritaire israélien qui était convaincu que la Syrie ne riposterait pas. C'était Meir Dagan, le chef du Mossad, qui très vite était la seule voix à s'élever un petit peu contre l'hystérie générale, l'hystérie d'ailleurs qu'a décrit hier l'ancien ministre de la Défense Ehud Barak. Il faut savoir que l'armée était un petit peu traumatisée à cette époque-là. Voilà, c'est ça. On était la deuxième guerre du voilà. Liban, et il y avait une perte de confiance au niveau à la fois de la population, au niveau de l'état-major. Il y avait une commission d'enquête Vinograd. Voilà, qui a fait énormément de dégâts, qui a littéralement brisé le moral des commandants de l'armée israélienne. En tout cas, Meir Dagan était persuadé que si Israël agissait sous le radar de manière très discrète, et surtout si elle ne revendiquait pas cette attaque qui allait être menée, eh bien, il y avait de fortes chances que le régime syrien
laisse passer. Nierait les faits, choisirait donc de ne pas riposter. Alors, bien entendu, on est 10 ans après, et même, on va dire maintenant, 26 heures après ou 28 heures après les révélations de la levée de la censure militaire autour de cette affaire. Quels sont, avec un peu le recul du temps et votre expérience dans le domaine militaire et sécuritaire, quelles sont les conclusions importantes que vous tirez de cette opération ? Oh, la leçon à retenir de cette opération, je crois aujourd'hui, c'est que Israël, quand elle fixe des lignes rouges, eh bien, s'y tient. On peut s'empêcher de rapprocher cet événement du contexte actuel, des menaces de Benyamin Netanyahou d'agir en Syrie contre l'implantation militaire de l'Iran, et peut-être que dans tout cela, on a oublié un dossier qui est extrêmement important, c'est ce programme nucléaire iranien qui est pour l'instant suspendu à l'accord de Genève qui a été signé en 2015. Mais cet accord de Genève sur le nucléaire iranien, ce compromis arraché par les grandes puissances, il pourrait voler en éclats le 16 mai prochain, puisque tout semble vouloir dire que le président américain Donald Trump se dirige vers un retrait de cet accord qui, selon les propres mots de la diplomatie française, pourrait littéralement mener à une guerre dans la région. C'est ce qu'a dit il y a 2 jours l'ambassadeur de France à l'ONU, qui était d'ailleurs il y a quelques années ambassadeur de France à Tel Aviv. Il a dit que ceux qui se faisaient les porte-voix d'une annulation de cet accord sur le nucléaire iranien devrait bien très très vite penser à une solution de rechange, parce que pour l'instant la seule alternative visible à l'horizon, c'est qu'une guerre très importante dans la région au Moyen-Orient qui impliquerait l'Iran et évidemment d'autres pays comme Israël et les États-Unis. Donc il y a Alors il y a aussi une conclusion, Maxime, si je peux me permettre, peut-être que on n'en a peut-être pas suffisamment parlé au cours des 24 dernières heures, c'est que les États-Unis se sont défilés, il faut bien, et ce n'était pas, on va dire, un gouvernement timide ou pacifiste comme celui de Barack Obama, mais c'était l'époque de George Bush qui a été sollicité par Ehud Olmert avant que les Israéliens attaquent. Olmert s'est tourné vers les Américains, il leur a demandé de même d'attaquer, et finalement ils se sont défilés. Oui, c'était une administration américaine de néoconservateurs, évidemment dirigée par le républicain George Bush, qui était aussi affecté par l'affaire de l'Irak, de la guerre en Irak. Bien sûr, on était en 2007, les Américains avaient déjà enregistré plusieurs milliers de morts en Irak. Il faut savoir que les Américains ont perdu près de 4000 soldats entre 2003 et 2008, donc c'était des embuscades. L'armée américaine subissait une véritable guérilla urbaine en Irak à ce moment-là, d'ailleurs menée en partie par des milices au service de l'Iran déjà à cette époque-là. Et en réalité, au sein de l'administration américaine, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Ehud Olmert s'est tourné vers George Bush, qui a entendu le message, qui a compris peut-être, qui a saisi la gravité de ce qui était en train de se passer dans la région. Il a convoqué son Conseil de sécurité nationale et à l'unanimité, eh bien, les membres de ce Conseil de sécurité nationale, qui est l'organe suprême de l'establishment sécuritaire américain, eh bien, à l'unanimité c'est tout simplement désengagé de ce problème syrien. Les Américains n'ont pas souhaité intervenir militairement. Ils ont rejeté l'option militaire. Ils ont même dit à Israël qu'ils n'étaient pas favorables à ce que l'aviation israélienne mène une frappe, et que si, en dernier lieu, elle décidait de mener à exécution cette attaque, qu'elle le fasse de la manière la plus discrète possible. Et dans toute cette contestation qu'on a entendue à cette époque au sein de l'administration américaine, il y a une seule personne qui a apporté un soutien total à Israël, c'est l'ancien vice-président américain Dick Cheney. Alors, avec vous, je ne voudrais pas rentrer dans la polémique, dans les polémiques autour du crédit à obtenir, à fournir ou à donner à qui est responsable, qui doit avoir le mérite d'être tenu pour responsable de cette opération qui s'est soldée par un véritable succès. Mais je voudrais tout simplement, à vous qui étiez donc au Dover Tzahal et qui connaissez bien les rouages
médiatique, de nous expliquer pourquoi finalement la censure a été levée précisément hier, pourquoi à 5h du matin, qu'est-ce qui s'est passé de plus ? Alors il y a plusieurs explications. Celle qu'on entend le moins, c'est celle liée à la publication par Ehud Olmert d'une autobiographie qui consacre notamment un chapitre à cet épisode tumultueux, parce qu'il a été tumultueux, marqué par des discussions parfois très houleuses au sein du cabinet de sécurité israélien. Et cet épisode donc lié à... Et pourquoi alors, Maxime, c'est l'option que l'on entend le moins ? Alors que ça pourrait être tout à fait logique, puisque c'est hier par hasard, comme par hasard, que Ehud Olmert a publié officiellement son autobiographie. Eh bien, vous ne vouliez pas qu'on en parle, mais c'est tout simplement lié à cette guéguerre que se mènent les différents services de renseignement, du renseignement militaire israélien, du renseignement civil, à l'instar du Mossad, où chacun tente tout simplement de tirer la couverture à l'œil, de s'approprier entre guillemets cette victoire qui a constitué cette opération militaire en Syrie. On le sait, hein, le Mossad considère que c'est grâce à ses agents que oui. Ce qui est vrai d'ailleurs que la découverte du site du réacteur nucléaire d'Al-Kibar a été rendue possible. Les renseignements militaires israéliens disent que c'est grâce à leurs opérations de renseignement, notamment par voie satellite, qu'ils ont pu identifier la cible et notamment aussi obtenir des documents qui valident le fait que cette centrale servait des buts à caractère nucléaire militaire. Et puis Ehud Olmert, dans tout cela, arrive, sort un livre autobiographique et s'approprie entre guillemets la conduite de cette opération, et puis la décision stratégique d'aller frapper en Syrie, avec tous les risques que cela comportait à l'époque. Et d'ailleurs, les commentateurs de la presse israélienne hier ont rappelé cette dissonance qu'il y a quelque part entre cette décision d'Olmert, ce silence radio qu'on a pu observer et qu'on comprend aujourd'hui autour du cabinet israélien et de l'establishment militaire, et aujourd'hui, à l'inverse, un Benjamin Netanyahou qui, dès qu'il y a une menace, agite le chiffon rouge, va mener des discours à l'ONU et au Congrès américain, et en réalité derrière il n'y a pas réellement d'acte militaire fort sur le terrain. Le programme nucléaire iranien est toujours intact, même s'il est officiellement gelé, et l'Iran continue son implantation militaire en Syrie. Eh bien, merci beaucoup Maxime Pérez de nous avoir éclairé donc sur ces révélations autour de l'opération qui a permis la destruction de cette centrale nucléaire en Syrie à Deir ez-Zor il y a un peu plus de 10 ans, septembre 2007. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et à bientôt. Merci Daniel, bonne journée. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.